Il ne fait aucun doute que votre capacité de lire une rivière et de comprendre l'hydrologie est directement liée à votre capacité d'être sécuritaire en rivière et d'effectuer des sauvetages. Il en va de soi que vous serez en mesure de travailler avec le courant et non contre lui. De plus, il y a des dangers en rivière que vous devez reconnaître et dont vous devez rester à l'écart. Pour commencer, voici la terminologie qui est utilisée en rivière. L'amont, c'est là où l'eau arrive. L'aval, c'est la direction vers laquelle elle coule. Rivière droite et rivière gauche se réfèrent à la perspective que nous regardons vers l'aval. En regardant vers l'aval, ce côté-ci est le droit et celui-là est le gauche. Même si nous nous retournons et regardons vers l'amont, nous nous référerons toujours à la rivière droite et rivière gauche comme si nous regardions vers l'aval. Ces termes sont très utiles pour faciliter la communication à l'intérieur d'un groupe. Par exemple, tu vois la vague qui se trouve à droite de la roche? Nous parlerons alors tous de la même vague. Une des caractéristiques que vous devez comprendre à propos de l'eau en mouvement, c'est que c'est très puissant. Lorsque l'eau se déplace vers l'aval et qu'elle doit effectuer un passage dans un rétrécissement, sa puissance augmente. 1 mètre cubique d'eau pèse 1000 kg, soit environ 1 tonne. Vous pouvez imaginer la quantité de mètres cubes et combien de tonnes d'eau coulent à toutes les secondes dans ce canal. Et au fur et à mesure que la vitesse de l'eau accélère, la force augmente exponentiellement. Les courants en rivière sont très puissants. Si vous tentez de travailler contre lui, vous perdrez à coup sûr. Par contre, si vous travaillez avec lui, vous serez en mesure d'utiliser sa force à votre avantage. Une deuxième caractéristique qui est pertinente de connaître, c'est que l'eau est prévisible. La première fois que vous regardez un rapide, il peut vous sembler comme étant très chaotique. Toutefois, l'eau doit se soumettre à des règles de physique. Alors, tant que vous comprendrez certaines règles de base, vous serez en mesure d'apprendre à lire les courants et il est souvent possible de prévoir l'endroit où le courant va transporter des nageurs, de l'équipement, des embarcations et autres objets. La première règle de physique que l'eau veut suivre est qu'elle s'écoule en ligne droite. Dans un canal qui suit une ligne droite, l'eau va suivre les berges de façon parallèle. Par contre, lorsqu'une berge est courbée, le courant frappe la berge dans un certain angle et se redirige en suivant ce même angle. Pensez à une boule de billard qui frappe une bordure de table avec un angle qui rebondit avec ce même angle. Ici, le courant frappe une rive et est redirigé. C'est souvent là où le courant se déplace le plus rapidement, à l'extérieur des virages. Une raison pour laquelle vous voudriez définir quelle est la direction du courant, c'est lorsque vous devez déterminer l'angle dans lequel installer un système de cordes, approcher un rapide ou bien pour positionner votre corps lorsque vous nagez. Il ne faut pas penser à la direction du courant en relation avec la rive, mais plutôt dans quelle direction il se dirige et où se situent les obstacles, comme les roches et ou les autres berges. Le courant qui se déplace en ligne droite est appelé courant laminaire. Avec le courant laminaire, il est possible de déterminer l'endroit où une personne ou une embarcation sera déportée dans le rapide. Une chose importante à savoir est que la vitesse du courant dans le courant laminaire dépend de différents facteurs. La profondeur du cours d'eau et la distance entre les rives. La vitesse du courant laminaire se trouve à être réduite par la friction, contre le lit de la rivière et contre les berges. Alors, le courant le plus lent se trouve souvent au fond de la rivière et contre les berges. L'eau qui se trouve en surface de rivière aussi se trouve à être ralentie par la friction contre l'air. Alors, l'eau en surface se déplace habituellement un peu plus lentement que l'eau qui se trouve juste sous la surface. Imaginez un canal constitué de parois lisses et rondes, et l'eau qui se déplace le plus rapidement se trouve au milieu du courant, juste sous la surface. Ceci est un concept important à comprendre si nous essayons de déterminer la vitesse à laquelle un objet se déplace vers l'aval, puisque ça dépend de sa capacité à flotter. Nous identifions différentes catégories de charges selon leur flottabilité qui sont les charges de surface, les charges en suspension et les charges de fond. Un exemple de charge de surface serait une embarcation qui flotte à l'endroit, comme un raft. Un exemple de charge en suspension serait une personne qui nage à l'aide d'une veste de flottaison. Même si leur tête pourrait se trouver hors de l'eau, la majeure partie de leur corps flotte sous la surface. Un exemple de charge de fond pourrait être une bille de bois, une roche ou même une personne qui ne porte pas de veste de flottaison. En appliquant ce dont nous venons de parler concernant la vitesse des courants, il est possible de déterminer que les charges en suspension sont celles qui se déplacent le plus rapidement. La deuxième est la charge de surface et la plus lente est la charge de fond. Ceci nous aide à comprendre pourquoi qu'une personne qui nage dans un fort courant est souvent difficile à rattraper, même si vous pagayez vers cette personne. Ça aide aussi à expliquer pourquoi qu'une personne ne portant pas de veste de flottaison ou qui l'a perdue après avoir perdu conscience
ce qui arrive souvent lors de pertes de conscience, sont souvent retrouvés près du dernier rapide ou près du dernier point vu. Même dans une rivière avec beaucoup de courant, spécialement s'il y a des sections qui sont plus profondes, où l'eau qui se trouve au fond se déplace beaucoup plus lentement, les sujets sont souvent retrouvés près du dernier point vu, où ils se sont retrouvés sous la surface. En résumé, dans un courant laminaire, l'eau se déplace en ligne droite. Les charges de surface, les charges en suspension et les charges de fond se déplacent dans la même direction que le courant laminaire, mais à différentes vitesses. Une autre règle de la physique qui est imposée par les virages et les obstacles, c'est que l'eau veut toujours remplir les espaces vides. Si vous retirez une tasse d'eau hors d'une piscine, le niveau d'eau va se stabiliser pour retrouver son nivellement. Alors, comme dans une rivière, si l'eau fait face à un obstacle, comme une roche, il sera dévié et ne laissera pas un espace vide derrière la roche. L'eau va recirculer de manière à remplir cet espace. C'est ce qui est appelé un contre-courant. Dans un contre-courant, l'eau peut circuler vers l'amont ou rester sur place. Les contre-courants sont présents un peu partout dans une rivière, en aval des roches et à l'intérieur des virages. Les contre-courants sont des composantes de rivière importantes à reconnaître puisque nous les utilisons pour s'arrêter lorsque nous descendons une rivière. C'est aussi utile comme zone de récupération lorsque nous effectuons un sauvetage. La partie qui se trouve entre le courant qui se déplace vers l'amont et le courant principal qui se déplace vers l'aval est la ligne de cisaillement. Ces deux courants qui se déplacent en direction opposée peuvent créer une autre sorte de courant qui est appelé courant hélicoïdal. Les courants hélicoïdaux se déplacent vers le haut et vers le bas, ce qui crée des tourbillons qui déplacent l'eau vers le bas et des bouillons qui transportent l'eau vers la surface. Les tourbillons et les bouillons créent des mouvements d'eau souvent imprévisibles. La forme de ligne de cisaillement est plutôt triangulaire. Elles sont étroites à la partie supérieure du contre-courant et s'élargissent graduellement vers la partie inférieure du contre-courant. En connaissant cette caractéristique, le meilleur endroit pour traverser une ligne de cisaillement, que ce soit à l'aide d'une embarcation ou à la nage, c'est normalement près de sa partie supérieure. C'est l'endroit où il est possible de la traverser le plus rapidement possible. Lorsque vous traversez la partie élargie de la ligne de cisaillement, votre corps ou votre embarcation sera exposé au tourbillonnement et au bouillonnement, ce qui rendra la traverse beaucoup plus difficile et vous courez ainsi la chance d'être rejeté hors du contre-courant. Lorsque vous nagez ou pagayez vers un contre-courant, il est généralement préférable que votre corps ou votre embarcation soit dans un angle de 90 degrés avec la ligne de cisaillement pour être capable de la traverser le plus rapidement possible.